aux alentours de 360 millions d'années. Il y a des cratères, comme le cratère de Woodley, toujours en Australie, Alamo, un vaste cratère dans le Nevada, et le cratère de Charlevoix, assez célèbre, qui est au Québec, qui est un cratère un petit peu plus petit. Voilà. Alors bon, je vous dis, chacun de ces cas-là mériterait une conférence en entier. De toute façon, ce n'est pas non plus ma spécialité, donc je ne faisais que mentionner cela. Mentionner aussi cette chose fascinante, c'est cette combinaison en fait de hasard, d'impact cosmique qui va jouer un rôle fondamental dans le moteur de l'évolution de l'arbre du vivant à la surface de la Terre. Sans les impacts cosmiques, on a un scénario à la Darwin, où on a donc une diversité croissante de l'arbre du vivant, à partir des souches de bactéries initiales, par le jeu des mutations, des mutations naturelles, et puis se greffent dessus des épisodes donc d'extinction de masse, dont beaucoup sont peut-être, sinon toutes, sont dus peut-être à des chocs astéroïdaux qui, à chaque fois, éradiquent la plupart des branches, mais on laisse subsister quelques-unes, et la vie redémarre à partir de ces rameaux, et ainsi de suite. Toute une série de bifurcations nous amène à l'époque actuelle, où finalement, nous, notre espèce Homo sapiens, avec les quelques dizaines d'autres millions d'espèces contemporaines de nous, sommes qu'un résultat incroyablement chanceux et hasardeux d'une série de chocs astéroïdaux qui ont éliminé les espèces antérieures, et ainsi de suite. Voilà. Alors, donc, se pose maintenant la question du futur, bien entendu. S'il y en a eu dans le passé, il y a encore des astéroïdes potentiellement dangereux, et ça va donc faire l'objet de la dernière partie. Voilà. Alors, vous connaissez évidemment ce fameux album de Tintin, On a marché sur la Lune. En 1936, en fait, on avait découvert un géocroiseur que l'on avait appelé Adonis, et Hergé, qui était un petit peu très au courant voilà, des recherches astronomiques de son temps, a fait intervenir Adonis dans sa bande dessinée en le faisant passer entre la Terre et la Lune, ce qui est un petit peu exagéré. Effectivement, c'était une extrapolation. Adonis passe plus loin, mais depuis, on a découvert des astéroïdes qui passent entre la Terre et la Lune. Alors donc, le risque existe bel et bien. Ce que l'on appelle, parmi les géocroiseurs, on va sélectionner ce qu'on appelle réellement les astéroïdes potentiellement dangereux. Il y a une définition très précise: taille supérieure à 170 mètres et passant à moins de 7 millions de kilomètres de la Terre, c'est-à-dire à peu près 20 fois la distance Terre-Lune. Voilà. Donc, vous voyez quand même, c'est un risque assez largement calculé. Vous comprenez que la taille minimum, c'est effectivement en dessous, les astéroïdes sont cassés en petits bouts, et ça peut faire des petits dégâts comme dans l'Oural, mais en général, ça ne fait pas grand-chose. Donc, on les considère potentiellement dangereux à partir de cette taille. Donc on peut estimer les risques, les fréquences moyennes et les risques d'impact selon la taille. Dans les corps petits, je l'ai déjà dit, il y en a beaucoup, il y a au moins 200 désintégrations de corps de moins de 10 mètres par an dans l'atmosphère, qui se désintègrent sans grand dégât en général. Entre 10 et 100 mètres, la fréquence arrive de l'ordre du siècle, donc on a plusieurs exemples. Donc le météore cratère que je vous ai montré tout au début, donc c'est un cratère qui se trouve en Arizona. C'est un beau site touristique. C'est un cratère de 1 km 200 de diamètre qui a été provoqué par la chute probablement donc d'une roche d'une cinquantaine de mètres. C'est produit à 50 000 ans. C'était un astéroïde métallique puisqu'on trouve des excès de fer dans la région. Mais ça reste un cratère très localisé, justement parce qu'il était métallique et donc il n'y a pas eu de désintégration dans l'atmosphère. En revanche, le fameux événement de la Tunguska en 1908 en Sibérie s'est produit d'abord par désintégration de l'atmosphère, comme la météorite de l'Oural, sauf que la météorite était plus importante et les dégâts ont été plus importants. Bon, évidemment, ce genre d'événement, même si ça paraît très fréquent, par siècle, ça s'est produit beaucoup de fois au cours de l'histoire de l'humanité, pourtant il n'y a jamais eu de victimes clairement recensées de cette chose-là, mis à part dans de vieilles annales chinoises, on a trouvé un récit qui semble faire état d'une chute de pierre au XVe siècle qui aurait tué plusieurs dizaines de milliers de personnes. Donc il est possible tout de même que ce soit un exemple historique de ce genre de choses. Si évidemment ça tombait au-dessus ça se produisait au-dessus d'une ville habitée, il y aurait évidemment des dégâts considérables. Alors, donc je rappelle pour l'événement de la Tunguska, ça s'est produit précisément ici. Et la forêt sibérienne les arbres ont été couchés par le souffle de l'explosion, avec donc une estimation de l'énergie dégagée, genre 1500 fois la bombe d'Hiroshima. Il n'y a pas eu de victimes, cette région était totalement inhabitée à l'époque, même si à quelques dizaines de kilomètres de là,
quelques habitants du village. Notamment, il y a un récit étonnant de quelqu'un qui a vu ses vêtements prendre feu, mais rapidement, il est allé plonger dans l'eau. Simplement, le souffle chaud, comme ça s'est produit dans l'Oural, vous avez eu l'onde de choc qui a brisé des vitres, c'est pour ça qu'il y a eu des blessés. Voilà. Vous voyez que ça s'est produit à la même latitude que Saint-Pétersbourg, ça veut dire que à une heure ou deux près, ça aurait pu se passer au-dessus de Saint-Pétersbourg, et là, ça aurait fait évidemment des ravages extraordinaires. Mais heureusement, la probabilité est extraordinairement faible. Encore aujourd'hui, la surface habitée par rapport à la surface terrestre reste infinitésimale, ce qui dilue considérablement le risque. Alors en revanche, quand on monte en taille, heureusement, les fréquences moyennes diminuent. Entre 100 et 1 km, vous avez des fréquences qui vont entre un événement tous les 5 jours ou à 30 000 ans. Évidemment, pousser un petit peu loin le scénario, c'est-à-dire sur une zone habitée, ça ferait effectivement équivaudrait à la destruction d'un petit pays. Et donc, c'est à partir de 5 à 10 km, fréquence typique de 100 millions d'années, que l'on a le scénario de l'extinction de masse, l'extinction d'espèces, probablement peut-être une disparition de l'humanité si ça se produisait. Voilà. Donc ça, c'est un schéma qui montre un petit peu l'énergie dégagée en équivalent de mégatonnes de TNT, par exemple, et les fréquences annuelles. On voit où se situe l'arsenal nucléaire mondial, se situe à ce niveau d'énergie. Voilà. Et donc, on voit qu'il faut aller dans cette zone-là pour avoir des catastrophes à l'échelle planétaire, tandis que ces événements-là sont heureusement beaucoup plus localisés, et heureusement parce qu'ils sont beaucoup plus fréquents. Vous savez sans doute que l'on a classé les échelles de risque donc sur une échelle, un petit peu comme l'échelle de Richter en sismologie. Ce n'est pas basé sur le même principe, ce n'est pas une échelle d'énergie. C'est une échelle de risque qui combine plusieurs facteurs, qu'on appelle l'échelle de Turin, du nom de la ville où la commission s'était réunie. Et donc, en fait, ça va de 0 à 10. 10, c'est un événement de type Chicxulub. Donc, effectivement, extinction de masse. En fait, la zone rouge, 8, 9, 10, ce sont des événements qui font des dégâts. La Tunguska, qui malgré tout n'a pas fait de victimes, est quand même classée au niveau 8. Après, dans les zones oranges, et puis dans les zones jaunes, ne parlons pas de la zone verte et dans la zone blanche, les risques sont infinitésimaux. Voilà. Jusqu'à présent, il y a un seul objet, en tout cas en 2008, mais je ne crois pas qu'il y ait des choses nouvelles depuis. Il y a un seul objet parmi les plusieurs milliers d'astéroïdes potentiellement dangereux, il y en a 4000 à peu près aujourd'hui repérés par la NASA. Il y en a un seul qui a atteint un niveau non nul sur l'échelle de Turin, le 2007 VK184, qui est un astéroïde de 130 mètres, et qui va passer en 2048 près de la Terre avec un risque de collision estimé à 1 sur 3000, donc un risque évidemment très très faible. Vous allez voir qu'après on a quelques idées sur la façon de se débarrasser de ces objets sur ces échéances de temps. Mais évidemment, on peut avoir un astéroïde au moment où il est découvert. Un astéroïde, on commence à calculer sa trajectoire, je vais y venir, et on peut estimer un risque plus important que ce que cela s'avère réellement par la suite. Et donc on peut avoir un astéroïde qui va monter sur l'échelle de Turin. Je vais parler d'Apophis, le célèbre Apophis, qui est monté jusqu'au degré 4 au moment de sa découverte, et puis qui est redescendu au niveau 0, parce qu'on a mieux affiné sa trajectoire. Comme je le disais, on a un grand nombre de programmes de détection des astéroïdes. Évidemment, l'apparition déjà de la photographie au 19e siècle a considérablement accéléré les choses, mais c'est surtout maintenant les détecteurs automatiques qui découvrent un grand nombre d'astéroïdes. Par exemple, on a en Arizona un réseau qui s'appelle LINEA, le Lincoln Near Earth Asteroid Research, qui a découvert 111 628 astéroïdes, et aujourd'hui on en découvre plusieurs dizaines de milliers chaque année, parce que donc on a des systèmes de détection de plus en plus sensibles, de plus en plus perfectionnés, et qui permettent de repérer suffisamment à l'avance tous les gros astéroïdes, ou presque tous les gros, et on commence à découvrir des petits astéroïdes, type 30 mètres de diamètre, un an en avance. Ce fut le cas, comme vous le savez, encore une fois, l'actualité a été intéressante. Le 15 février 2013, la nuit qui a suivi la chute de la météorite dans l'Oural, sans aucune corrélation, deux événements totalement indépendants, un astéroïde de 2012 DA14 est passé très près de la Terre. Il faisait 57 mètres de diamètre.